à tous. Bienvenue pour cette tech session Amity sur Decommon, sur la librairie de Decommon. Donc, une tech session Amity, nous sommes à la 13e session. Elle vise à présenter les résultats d'Anity et d'ailleurs de l'écosystème IA à destination des milieux industriels pour exploiter et utiliser ces résultats. Donc, en fait, on vous présente des librairies qui ont un niveau de maturité suffisante pour que vous, ingénieurs IA, data scientists, vous puissiez en profiter, les mettre en œuvre dans vos plateformes. Et donc, on vous indiquera justement à quoi servent les librairies et comment est-ce que vous pouvez les utiliser. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir Mélanie qui va nous présenter Decommon. On va parler cette fois-ci de robustesse. Avant de lui passer la main pour les questions, n'hésitez pas si vous en avez. Il y a sur le Zoom un Q&A, il y a un onglet Q&A, donc utilisez-le. On prendra les questions à la fin, donc n'hésitez pas à les produire au fur et à mesure et nous prendrons un moment donné pour y répondre à la fin de la présentation. Donc bienvenue à tous et à toutes. Mélanie, c'est à toi. Merci beaucoup François-Marie et puis bienvenue à tous. So I haven't checked, but is there any non-native speaker, French speaker in the audience and would like you to have it in English? Please raise your hand or do not say anything at all. Bon. So we'll stay in French. Oui, tu peux y aller. Bienvenue aux Français. Est-ce que tout le monde voit mes slides? François, tu confirmes? Oui. Parfait. Oui. Bonjour à tous. Merci pour ceux qui sont venus en physique. Merci pour ceux qui sont en distanciel. Aujourd'hui, on va parler méthode formelle, aussi connue sous le terme de vérification pour les data scientists. Et donc, l'ensemble de ces outils, de ces méthodes sont aujourd'hui accessibles dans un outil qui s'appelle Decommon et que je développe dans le cadre de Anity Lonera depuis maintenant 4 ans et qui a été maturé et réfléchi au cours de ces années. Donc, en fait, méthode formelle ou vérification, ce qu'on entend par là, c'est des problèmes de robustesse. Donc, pour ceux qui ont déjà confronté l'IA de confiance, DEAL, etc., vous savez aujourd'hui que les réseaux de neurones qu'on utilise ne sont pas si fiables que ça et en fait peuvent avoir des comportements erronés face à certains types de perturbations, des fois même invisibles. Donc, on va commencer par définir un petit peu le cadre de ces problèmes-là et comment les méthodes formelles, théoriquement, les résolvent. Donc, il y aura un petit peu de maths, mais promis, au bout de quelques slides, c'est fini. Et on verra en fait comment Decommon il vous amène à aborder l'ensemble de ces théories-là de façon naturelle et sans... Vous n'avez pas forcément besoin même de comprendre la théorie derrière. Mais moi, je trouve ça toujours sympa de comprendre un petit peu la théorie. J'illustre ça avec un exemple de classification binaire, étoile versus éclair. Donc, pour ceux qui ont déjà fait des entraînements de réseau de neurones, c'est une tâche de classification très simple qui se résout bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer un petit réseau de neurones. Donc, ici, pour l'expérience, on a une couche linéaire suivie de ce qu'on appelle une fonction d'activation. Donc, une fonction d'activation très populaire, c'est ce qu'on appelle un ReLU. C'est clipper les valeurs en dessous de 0, on va les saturer à 0, et suivi d'une couche linéaire. Et donc, ce réseau de neurones, s'il est bien capable de faire sa tâche de classification, il va attribuer un score négatif aux éclairs et un score positif aux étoiles. Donc, nous, ce qu'on voudrait bien, c'est que quand on se situe autour d'un éclair, quelle que soit la perturbation autour, le réseau de neurones, il continue à prédire qu'il s'agit d'un éclair. Donc, c'est ce qu'on appelle de la robustesse ou de la stabilité locale.
Et malheureusement, en fait, ces comportements-là ne sont pas assurés avec les réseaux de neurones qu'on utilise aujourd'hui, ce qui est un petit peu un problème dans l'ensemble des systèmes critiques où on voudrait voir apparaître ce type de réseau de neurones. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de méthodes qui sont poussées en machine learning pour trouver des contre-exemples. Donc, vous avez probablement déjà entendu le terme attaque adversaire. Donc, ce sont des heuristiques qui vont utiliser le réseau de neurones pour aller se promener légèrement autour de votre éclair et essayer de trouver des contre-exemples. Le problème de ces heuristiques, c'est que justement, c'est des heuristiques. Donc, dans le cas où votre heuristique ne va pas être capable de trouver un contre-exemple, ça ne veut en aucun cas dire qu'il n'y a pas de souci avec votre réseau de neurones, mais juste que votre heuristique n'a pas été peut-être assez performante. Donc, on a besoin d'une autre méthode pour être capable de dire, effectivement, dans ce carré bleu, mon réseau de neurones ne prédira que des éclairs. Et je vais me servir de l'audience locale pour vérifier que tout est compris. Donc, mathématiquement, en fait, c'est juste un problème d'optimisation. Vous avez un domaine d'entrée, donc le carré bleu autour de votre éclair. Vous savez que la classification éclair, c'est quand votre fonction prédit une valeur négative. Donc, vous voulez vous assurer que l'ensemble des points dans le carré bleu va toujours avoir un f de x négatif. Donc, vous voulez vous assurer que le maximum de votre réseau de neurones, de la sortie de votre réseau de neurones dans ce carré bleu est toujours négatif. Et c'est ça votre problème d'optimisation. Le problème, c'est que, voilà, je vous ai fait un tout petit réseau de neurones, mais de manière générale, les réseaux de neurones qu'on utilise, ils sont beaucoup plus complexes et ils n'ont pas de bonnes propriétés mathématiques. Ce n'est pas des fonctions linéaires, ce n'est pas des fonctions convexes. Donc, calculer le maximum de la sortie de votre réseau de neurones, même dans votre petit carré bleu, c'est un problème qui est en général NP complet. Et donc, ce faisant, on va aborder le problème d'une façon relâchée. C'est ce qu'on appelle, alors dans la communauté formelle, c'est des méthodes qu'on appelle d'interprétation abstraite. Dans la communauté machine learning, on appelle ça plutôt de la relaxation linéaire. Mais l'idée, c'est juste de construire un nouveau réseau de neurones, disons, un fameux F-chapeau, qui va toujours surapproximer la sortie de votre réseau de neurones dans le carré bleu, et qui est beaucoup plus simple à optimiser. Donc, vous allez être capable de calculer le maximum de ce f chapeau de x, et dans le cas où le maximum de f chapeau est négatif, en fait, c'est une condition suffisante pour assurer que votre réseau de neurones il est fiable. Par contre, vous n'êtes pas capable, dans le cas où le maximum de f chapeau serait positif, de dire si le problème vient effectivement de votre réseau de neurones ou de la construction de ce F-chapeau qui est beaucoup trop surapproximant. Donc en pratique, ce que ça veut dire, c'est que vous allez définir des bornes sur les dimensions de votre problème. Donc ici, on est en dimension 2. Donc en fait, votre carré, il va avoir une borne min et max sur le fameux x0 que j'avais défini avant. Donc, juste pour revenir rapidement. J'ai appelé x0 une des entrées du réseau, x1 la seconde sortie. Donc, on a des bornes sur x0, des bornes min et des bornes max, sur x1 également. Et en fait, l'interprétation abstraite, les méthodes de relaxation linéaire, c'est encore la même chose, vont venir propager ces informations-là pour venir borner la sortie. Donc, on va borner la sortie avec un intervalle. Dans notre cas, la valeur min, on s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse ici, c'est la valeur max de cet intervalle. Dans le cas où la valeur max est en dessous de 0, donc ça, c'est le max de notre F-chapeau, on est capable d'assurer que la propriété est robuste, elle est vérifiée. Par contre, dans le cas où le max il est au-dessus de 0, là, on a un overlap. On ne sait pas si cette zone-là, elle est atteignable par le réseau de neurones ou si effectivement il n'y a pas de souci et que c'est juste notre propagation de bornes qui, elle, est mauvaise. En pratique, comment on fait ces fameuses propagations ? On n'est pas super doué en optimisation en machine learning. Enfin, de manière générale, disons, on va opter pour des choses assez simples. Et donc, on va utiliser des hyperplans. Donc, pour ceux qui n'aiment pas trop le terme, on est sur des droites, mais en plus grande dimension.
Donc, on va avoir une droite en dessous qui va borner de manière, qui va sous-approximer la sortie de notre réseau de neurones, et une droite au-dessus qui va sur-approximer notre réseau de neurones. Là, dans notre cas, nous, on est surtout intéressé par la borne sup. Donc, en fait, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a les entrées de notre réseau de neurones, x0 ou x1. Ici, on a la sortie. Et donc, en fait, on sait que les variations de notre réseau de neurones dans ce domaine vont toujours être compris entre le plan vert et le plan rouge. Et je suis désolée pour les daltoniens. Comme on est sur des hyperplans, donc des droites, trouver le maximum atteignable sur ce plan-là, c'est quelque chose de très simple. Et donc, on va être capable, ici, ça va être le fameux point rouge, et c'est ce point rouge qui va venir définir si on est capable de vérifier notre propriété ou pas. Et dans le cas où on n'est pas capable, ce qu'on va faire, c'est potentiellement venir couper le domaine en plus petits domaines. Donc, on va raffiner notre domaine de recherche et relancer ces méthodes. Le problème, c'est que le secret, il est vraiment dans la construction de ces hyperplans, de ces deux plans. Donc, il y a plein de manières de faire et tout est un équilibre entre coût de calcul et précision. Et donc, je vais vous montrer un petit peu les différentes méthodes qui sont poussées dans la littérature. Donc, le secret pour toutes ces méthodes, c'est que couche par couche, on doit être capable de borner la sortie de la couche par rapport à l'entrée à l'aide d'une droite. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand vous êtes sur des couches linéaires, là, c'est assez immédiat, la sortie de votre couche linéaire, donc par exemple ici, H, elle est bornée par la fonction linéaire au-dessus, mais aussi la fonction linéaire en dessous. C'est une fonction linéaire, donc c'est immédiat de borner une fonction linéaire par une fonction linéaire, c'est elle-même. La complexité, elle vient quand on est sur des fonctions non linéaires, où là, on va devoir être capable de construire sur le domaine, deux droites, une au-dessus, une en dessous, qui vont borner la sortie de notre réseau, la sortie de notre couche, donc ici Z, par rapport à H. Donc en fait, toutes les méthodes de relaxation linéaire, elles vont avoir besoin de ces informations. Et après, la différence entre elles, ça va être la manière de combiner ces informations les unes avec les autres. Donc, comme je l'ai dit, la complexité, elle vient des fonctions non linéaires. Donc, pour borner, par exemple, ici, c'est un relu. Bon, déjà, il y a plein de droites qui vont borner au-dessus et en dessous. Quelque chose d'important, ça va être de trouver la bonne. Mais au moins, pour les construire, à chaque fois, on va avoir besoin d'une fonction d'oracle sur l'entrée. Parce qu'en fait, pour pouvoir borner votre relu, par exemple, on voit bien que ce cas-ci, il marche. Mais dans le cas 2, cette droite bleue, elle n'est pas bonne. Donc, on a bien besoin de savoir c'est quoi la valeur min et la valeur max qui arrive en entrée de mon relu pour être capable de les borner avec des garanties. Une fois qu'on a ces règles-là, on a plusieurs manières de combiner les informations. Donc, il y a ce qu'on appelle les propagations forward. Donc, ça va être basiquement de l'entrée vers la sortie. Ça veut dire que pendant l'algorithme, on va aller borner l'ensemble des couches latentes du réseau, toujours par rapport à l'entrée. Donc, on va toujours exprimer des hyperplans, là, les fameuses droites, une au-dessus, une en dessous, mais elles seront toujours exprimées par rapport à X. Et parmi ces méthodes-là, on a ce qu'on appelle l'interval bound propagation. C'est le truc le plus simple que vous pouvez faire. En fait, votre droite, c'est une constante. Donc, 0 pour la composante affine et une valeur de biais. Voilà, c'est électrocardiogramme plein. Sinon, on a ce qu'on appelle forward, où là, vraiment, on va venir propager les fonctions affines les unes avec les autres en partant de l'entrée et en cherchant toujours à aller vers la sortie. Et là, la règle de base, en fait, c'est de se dire, je commence par l'entrée. Donc là, je suis capable de faire mes deux bornes affines. C'est simple parce que ma couche est linéaire. Maintenant, j'arrive sur mon relu. Bon, comme j'ai déjà deux fonctions affines qui bornent l'entrée de mon relu, je suis capable d'avoir mon propre oracle. Donc, je peux calculer un min et un max qui arrivent en entrée de mon relu.
Donc, je suis capable maintenant de construire deux bornes affines qui vont borner la sortie de mon relu par rapport à l'entrée. Et maintenant, comment je combine? Donc, comment je borne Z par rapport à X? Et là, en fait, c'est rappel, je pense, de peut-être lycée maintenant, mais c'est qu'une inégalité, si vous multipliez quelque chose, votre inégalité par une valeur positive, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et si vous multipliez votre inégalité par un facteur négatif, ça change le sens de votre inégalité. Donc en fait, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la composante affine. Ici, on va la couper, on va la séparer entre composante positive et composante négative. C'est ça que j'entends quand je fais le supérieur ou égal à 0 et le inférieur ou égal à 0. Et donc, en fait, ma fameuse matrice A sup, pour ça je suis très contente que c'est pas en anglais, je vais dire en inégalité, donc ça va être A sup fois la borne affine au-dessus. Et par contre, si ici j'ai une valeur négative, je vais me dire, ah là j'ai besoin d'avoir d'inverser mon inégalité, donc je vais faire A sup valeur négative avec l'autre côté de l'inégalité. Donc dans ce cas-là, c'est les mêmes, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure de la propagation, les deux bornes ici vont changer, et donc les deux valeurs-là ne seront pas les mêmes à chaque fois. Donc ça, promis, c'est presque fini les maths. C'est le principe de la méthode forward. C'est quelque chose de très rapide. C'est à peu près du coup d'une inférence. Par contre, en fait, à chaque fois, quand on coupe nos matrices en poids positif, poids négatif, on accumule des erreurs. Et donc, c'est des méthodes qui très vite vont vous faire des bornes qui sont énormes et inexploitables. Les méthodes qui sont les plus efficaces aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'algorithme Crown. Dans la communauté formelle, on appelle ça également Deep Poly. Et donc Crown et Deep Poly, c'est vraiment le bloc de base pour les méthodes de vérification aujourd'hui qui sont le plus efficaces. Et là, l'idée, c'est de faire une propagation backward. Donc backward, ça veut dire qu'on va partir de la sortie jusqu'à atteindre l'entrée. Donc en fait, on va exprimer des hyperplans toujours par rapport à la sortie du réseau. Enfin, on va toujours exprimer un hyperplan qui borne la sortie du réseau, mais par rapport aux couches latentes du réseau. Donc au début, on va exprimer un hyperplan de f par rapport à lui-même. C'est simple, ce serait l'identité. Ensuite, on exprimera f de x par rapport à z. Ensuite, on bornera f par rapport à h. Et ensuite, on bornera f par rapport à x. Et quand on a atteint f par rapport à x, là, l'algorithme se finit. Et donc, pour faire ça, en fait, quand l'algorithme a une couche linéaire y qui est inférieure à deux fonctions affines, ça c'est simple, et on va adopter un petit peu la même idée de si j'ai des bornes sur mon relu, je vais couper ce poids-là par rapport à poids négatif, poids positif. Donc là, c'est vraiment le même principe de une inégalité, le sens reste inchangé si on multiplie par quelque chose de positif, et il est opposé si on multiplie par quelque chose de négatif. Donc la complexité, par contre, c'est que quand on part de la sortie pour aller vers l'entrée, quand on va rencontrer un relu, on a toujours besoin d'avoir une sorte d'oracle, donc des bornes de valeurs atteignables sur les relus, pour construire sa propagation, enfin ses bornes linéaires. Donc pour construire les deux droites qui vont borner le relu, on a quand même besoin de savoir un min et un max sur l'entrée. Et ça, on ne l'a pas parce qu'on est parti de la sortie. Donc les méthodes backward, elles vont avoir besoin de ce qu'on appelle un oracle. Et là, on a plusieurs écoles. Un oracle simple, c'est de lancer les méthodes précédentes, donc IBP ou forward, qui, elles, se suffisent à elles-mêmes. Et donc ça, c'est des types de méthodes qu'on appelle crown, tirées après l'oracle que vous utilisez, IBP, forward, et par hybride, j'entends en fait la propagation des deux bornes IBP et forward en parallèle. Et sinon, en fait, la méthode Crown en elle-même, elle vise à se dire qu'elle va s'appeler récursivement. Donc, à chaque fois que Crown va rencontrer un relu, il va se dire « j'ai pas de borne sur ce relu, donc j'ai besoin d'en avoir ». Et donc, il va considérer le sous-réseau qui va être l'entrée du relu jusqu'à l'entrée du réseau, et il va lancer Crown sur ce sous-réseau.
Donc, c'est quelque chose qui est très efficace en pratique sur un plan d'un point de vue précision. Par contre, en coût de calcul, c'est quelque chose qui est récursif et donc polynomial par rapport au nombre de non-linéarités. Donc, c'est quelque chose qui peut vite être limitant sur des gros réseaux. Donc voilà, maintenant vous en savez autant que moi sur interprétation abstraite et relaxation linéaire. J'espère que je n'ai pas fait partir trop de monde avec les maths. Maintenant, il n'y en a plus. Donc l'idée, c'était de rendre accessibles ces algorithmes à travers un framework qui est le plus simple possible d'utilisation et en conservant quand même des bonnes performances, disons, en termes d'implémentation et de passage à l'échelle. Et donc, on a proposé Decommon. Alors, Decommon, c'est le petit Pokémon qu'il y a ici. Quand on l'a sorti, on ne pensait pas que ça resterait dans le temps, mais on est là aujourd'hui. Et Decommon, c'est un outil qui va vraiment implémenter l'ensemble des méthodes LIRPA que je vous ai présentées précédemment. Decommon, il est basé sur le framework Keras, maintenant Keras 3. L'avantage de Keras 3, c'est qu'il est compatible avec la majorité des backends disponibles aujourd'hui pour les data scientists, à savoir PyTorch, TensorFlow et JAX, ce qui veut dire que quel que soit l'environnement que vous utilisez côté industriel, en fait, vous pourrez utiliser Decommon sans avoir à rajouter, avoir peur d'avoir un TensorFlow et un Torch en même temps dans vos environnements. Et Decommon, aujourd'hui, il gravite autour d'un ensemble de librairies qui servent à favoriser la vérification pour les data scientists, où je ne m'étalerai pas trop dessus. Mais Decommon, il a un petit frère qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Jacobinet, que j'espère vous présenter à une prochaine tech session. Et on a aussi fait des sous-librairies pour essayer, en fait, de faciliter l'utilisation, notamment passer de ONNX vers Keras 3 de manière automatique. Des fois, on n'a pas des classes qui sont natives à Keras. Alors, Keras propose ses propres layers, et puis des fois, ONNX fait des opérateurs qui ne sont pas natifs Keras. Donc, on a fait en sorte de les implémenter dans une petite librairie Keras Custom. Et donc, en fait, avec Decommon, on vient aussi implémenter les algorithmes LIRPA sur ces classes-là. Donc, l'idée, c'est de se dire que si vous n'êtes pas forcément data scientist, vous voulez juste avoir un ONNX et faire de la preuve formelle dessus, en fait, vous avez une pipeline complètement transparente. Et Decommon, aujourd'hui, il est dans un outil parmi d'autres pour faire de la vérification et il est du coup disponible dans Aerobase comme d'autres outils. Donc ça, probablement une prochaine tech session, mais on me laissera quelques mois tranquille. Donc, Decommon, il est disponible sur le GitHub de Airbus. Moi, aujourd'hui, je vais principalement travailler sur la branche Refactor, mais en fait, tous les tutoriels sauf un sont disponibles sur la version principale. Donc, si vous voulez jouer avec la version principale, il n'y a pas de souci. Vous pouvez directement faire un pip install Decommon. Et si vous voulez travailler sur les mêmes tutoriels que moi, là, il faudra aller prendre la branche Refactor à l'aide de la ligne que j'indique ici. Oh, pardon. Donc, on va aller voir un peu ça. Hop, tourne directement. Donc, ça, c'est le GitHub de Decommon. Il est hosté par Airbus avec une licence open source MIT non contaminante. On a travaillé avec l'entreprise Emacs pour le développement, pour assurer un petit peu de CICD et de choses que je maîtrise moins. Et donc, si on va sur la documentation, bon, vous avez l'ensemble des descriptifs. Vous avez aussi un onglet si vous voulez contribuer sur quelles sont les bonnes pratiques qu'on a essayé de pousser dans Decommon, notamment au niveau des tests unitaires, de la génération de tutoriels et de la documentation pour collaborer du mieux possible. Et donc, on a des tutoriels qui sont disponibles soit par Jupyter Notebook, soit par Colab, et on avait jusqu'à récemment Binder, qui était une alternative à Google, mais qui est européenne.
mais qui actuellement ne fonctionne plus. C'est pas dû à Decommon, c'est juste Binder qui a perdu la course face à Colab. Donc, RIP Binder. Et moi, je ne vais pas jouer les notebooks sur Colab parce que Airbus ne me l'autorise pas. Mais par contre, je peux vous montrer rapidement. Moi, je peux les ouvrir au moins en incognito, mais je ne pourrais pas les lancer. En plus, il y a des gens d'Airbus dans l'audience. Hein, donc, en fait, un tutoriel, ça va commencer par rappel des liens de tutoriel du GitHub, un descriptif du but du tutoriel. Si vous êtes sur Colab, c'est complètement indépendant. Donc, vous avez les installations automatiques de la librairie, ainsi que des environnements annexes. Donc là, c'était sur Keras 3 avec un backend de TensorFlow. Donc, moi, je vais par contre retourner. Je les ai lancés en avance. J'avoue que j'avais peur de l'effet démo. Donc, je vais zoomer pour les gens à distance et les gens en local. Donc là, l'idée, c'est de regarder comment, avec Decommon, on peut appeler les différentes méthodes crown, crown BP, forward et consorts. Donc, moi, ici, j'utilise un backend Torch. J'ai juste installé une version de Torch qui est suffisamment avancée pour être compatible avec Keras 3. Et j'ai stipulé à Keras que j'utilisais comme backend Torch. Mais en fait, je ne fais pas du tout appel à Torch, comme je ne fais ni appel à TensorFlow ni Ajax. Donc en fait, il suffit que vous changez cette ligne avec le backend de votre choix et c'est transparent. Et sinon, en fait, vous ne le stipulez pas et ça marchera très bien aussi. Donc ici, c'est juste des imports, mais qui sont plus liés à Keras et à des interactions que vous pouvez avoir dans le notebook. Et là, l'idée, c'est qu'on va entraîner un réseau de neurones pour approximer une sinusoïde. Juste là, rien de magique. On échantillonne un dataset, on crée une fonction sinusoïdale, donc ici sinus de 10x. Et comme on aime bien jouer, on crée un gros réseau de neurones pour une tâche très simple. Ouais, quand je dis gros, je ne parle pas de YOLO, mais disons que le nombre de couches que j'ai utilisé, c'était plus pour montrer les différences de performance des méthodes, parce que effectivement, un réseau de neurones de deux couches aurait probablement suffi pour approximer une sinusoïde. Donc, on définit notre réseau. Là, c'est du pur Keras. On a des couches linéaires, des couches denses, des couches d'activation, donc ici des relus. Pour ceux qui préfèrent la classe relus directement, elle est aussi disponible dans Decommon. Et donc là, comme j'ai un réseau fully connected, une couche après une autre, j'utilise un modèle séquentiel. Keras utilise aussi un autre format qui s'appelle modèle, qui est également supporté par Decommon. Et c'est vrai que dans la majorité de mes tutoriels, j'ai utilisé des réseaux fully connected, mais en fait, Decommon est compatible avec n'importe quelle architecture un peu Sioux vous auriez l'idée de faire. Donc, je compile mon modèle, mais ça, c'est uniquement pour de l'entraînement. Moi, je me suis enregistré le point en amont. Et j'ai un dataset de test. Donc ici, je vérifie juste que mon réseau neurone a appris ma sinusoïde. Donc, de manière générale, il a plutôt bien appris. Par contre, sur les extrémités de la sinusoïde, il a eu un petit peu plus de mal. Encore une fois, là, on est en une dimension, mais ça reste une interpolation. Et donc, nous, on voudrait s'assurer que, entre les points d'interpolation, le réseau de neurones ne va pas avoir des comportements divergents et qu'effectivement, il apprend toujours quelque chose qui est proche de la sinusoïde. Donc, c'est là où on voudrait utiliser les méthodes formelles. Donc, comment faire ? La principale, c'est à peu près la seule commande que vous aurez besoin de retenir, c'est la méthode clone. Allez, en français. Donc, elle est disponible dans decommon.models. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clone de notre modèle avec la méthode de notre choix. Donc, de base, si vous ne stipulez pas méthode, ça va vous appeler crown. Et si vous avez envie d'autres méthodes, la façon de faire, c'est de se dire, si je fais du backward, je dis crown. Et si je veux un oracle, je dis forward de ce que je veux. Donc, ça peut être forward de BP, ça peut être forward de forward, ou ça peut être forward de hybride.
Allez, j'essaye. Non, il manque un R à la forward. Oui. Allez, pouf. Et ça marche. En effet, des mots, on a toujours peur que ça marche. Et donc, alors, ce que va vous sortir un modèle d'Ecomon, c'est des bornes. Donc, de base, selon la méthode, il va être capable de vous renvoyer soit des bornes constantes, soit les bornes affines, donc les fameux plans que je vous ai montrés. Et après, selon vous, ce que vous avez besoin, en fait, vous avez aussi des attributs supplémentaires qui s'appellent Final IBP et Final Affine. Et si vous les mettez à false, en fait, naturellement, les bornes constantes vont être retirées si vous mettez Final IBP à false, et les bornes affines vont être retirées si vous mettez Final Affine à false. Et dans l'ordre, c'est d'abord on renvoie les bornes affines et ensuite les bornes constantes. Et si vous n'avez pas envie de savoir exactement ce que retourne un modèle d'Ecomon, on a fait des petites fonctionnalités au-dessus, donc get upper box ou get lower box, qui vont partir soit du modèle, soit du Decomon modèle, parce que flemme de faire les étapes. Donc en fait, là, c'est assez adaptatif. Nous, on va venir détecter si le modèle, c'est un modèle Keras ou si c'est un modèle que nous, on a issu de Decomon pour faire les bornes directement. Donc, on essaie que ce soit le plus adaptatif possible à l'utilisateur et à son background. Et donc, si on lance une borne sur tout le domaine, voici ce qu'on obtient. C'est un peu pourri. Donc, en fait, les méthodes formelles, elles vont vraiment être dépendantes de la taille de votre intervalle et de la complexité de votre réseau. Donc ici, j'ai pris un réseau avec vraiment beaucoup de couches pour la tâche pour montrer vraiment que le partitionnement, il est important. Et bon, effectivement, on sait tous que une sinusoïde, c'est entre moins 1 et 1, et on aurait bien aimé que les méthodes formelles, elles comprennent que c'est pas entre moins 20 et 20. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir prendre des intervalles plus petits. Et effectivement, si on prend entre moins 0,25 et 0,25, déjà, on voit que les bornes, elles tombent à moins 3 et 2,70. Donc, c'est mieux. On n'a toujours pas compris que c'est entre moins 1 et 1. Donc, que faire? Là, alors je vais quand même retourner sur Crown, ce sera quand même un peu plus précis. Hop. Donc ici, on a une petite fonction interface pour venir jouer avec l'impact du partitionnement. Donc on a un petit widget qui nous montre la valeur min et la valeur max dans lesquelles on veut borner notre fonction, ainsi que le nombre de découpes qu'on va faire sur ce partitionnement. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est les bornes qu'on va propager à l'aide des méthodes formelles. Donc ici, ça veut dire qu'en violet, je suis capable de dire que ma fonction, elle est toujours en dessous de cette valeur, et en orange, c'est que ma fonction est toujours au-dessus de cette valeur. Et j'ai eu la bonne idée de prendre l'interpolation de la même couleur que la borne 1. Donc, si naturellement, je dézoome un petit peu, on peut venir jouer sur le nombre de steps. Et puis, bien sûr, en fait, on va venir de plus en plus coller. Et donc, bonne nouvelle, c'est du indirect. Donc, on voit que j'ai beau... Alors, moi, je ne tourne pas du tout sur GPU ni sur MPS. Là, je suis sur pure CPU. Ça ira beaucoup plus vite si on est sur GPU, mais bon, on est déjà sur des temps très rapides. Donc, voilà. Si vous devez retenir quelque chose, c'est from Decomon models import clone. Et vous pouvez déjà utiliser Decomon. Donc, en pratique, qu'est-ce qui se passe? Pour que la magie opère, en fait, on va passer d'une fonction mathématique, comme je vous l'ai décrit en théorie, à déjà un réseau Keras. Donc ici, une couche dense suivie d'une activation suivie d'une couche dense. En Keras, ça s'exprime comme une combinaison de layers, donc d'objets de Keras.layers qui définissent des opérations. Et donc ici, Keras, il vous dit qu'une fonction linéaire, c'est ce qu'on appelle la couche dense. Et pour faire un relu, vous pouvez utiliser la classe activation en spécifiant que derrière, vous voulez faire un relu. Il y a d'autres manières de faire qui sont toutes supportées. Et donc, votre fonction mathématique, ça va être en fait votre graphe Keras. Et Keras, lui, ce qu'il fait, c'est que quand il voit ça, derrière, c'est caché à l'utilisateur, mais il calcule un graphe de calcul. Un graphe de calcul,
sans rentrer trop dans les détails, il va juste être composé d'une succession de nœuds qui s'appelle une node en Keras. Et dans chacun de ces nodes, vous allez avoir un layer. Nous, ce qu'on fait dans Decommon, c'est qu'on va considérer ce graphe de calcul et en fait, on va pouvoir le parcourir selon la méthode, soit de l'entrée vers la sortie et soit de la sortie vers l'entrée. Et ça, c'est complètement caché à l'utilisateur. C'est juste parce que j'ai eu du mal à le faire que je vous le montre. Et donc, pour l'utilisateur, ce qu'on a besoin, en fait, finalement, c'est d'exprimer les fameuses fonctions affines par opérateur. Donc, ça veut dire que pour chaque layer Keras, on a besoin de lui dire c'est quoi son pendant Decommon, les fameuses bornes affines ou bornes constantes qui vont venir borner ce layer. Donc, je vais avoir ma classe Decommon Dense, Decommon Activation, et donc quand je vais parcourir mon graphe, Decommon, il va venir chercher s'il connaît le pendant dense en Decommon. Ces layers-là, désolé, c'est en noir, c'est ce qu'on appelle des Decommon layers. Donc, Decommon layer, c'est une grosse classe, mais nous, on a essayé d'en extraire un minimum d'informations pour que si l'utilisateur il a besoin de construire ses propres layers Decommon, en fait, ce soit le plus simple possible. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a quelques informations sur la nature de la couche qui peuvent vraiment optimiser les calculs et qui sont assez intuitifs. Donc, la première chose, c'est de se dire, est-ce qu'en fait, mon layer, il est linéaire? S'il est linéaire, moi, j'ai pas besoin de plus d'informations la plupart du temps. Je peux vraiment juste utiliser cette information. Est-ce qu'il est diagonal? Donc, quand j'entends par diagonal, c'est ce qu'on appelle element-wise. C'est qu'en fait, beaucoup vos fonctions d'activation, elles vont s'appliquer sur un relu et elles vont donner une seule information. Elles ne vont pas aller affecter le reste de la couche. Et donc, en fait, si vous faisiez une fonction affine, c'est une fonction qui aurait que des coefficients sur la diagonale et 0 ailleurs. Donc, c'est une information qu'on peut vraiment utiliser pour optimiser les calculs. Si vous ne savez pas et que vous mettez à false, ça ne va rien changer à la valeur de vos résultats. C'est juste que potentiellement, vous serez un petit peu plus lent. Et on peut aussi utiliser des informations de monotonie, notamment par exemple la fonction relu, c'est une fonction qui est croissante. Et moi, je peux utiliser cette information pour optimiser mes propagations. Et ensuite, quand on a des utilisateurs un petit peu plus poussés, on a getAffine representation. Donc ça, c'est quand j'ai un layer linéaire, je vous donne directement c'est quoi le poids et le biais de ma fonction affine. Si j'ai une fonction non linéaire, là j'ai un getAffine bounds, parce que j'ai besoin d'une borne inf et d'une borne sup sur l'entrée de mon réseau. C'était notamment le cas non relu. Et on peut venir des fois optimiser la propagation. Donc ça, c'est vraiment pour des utilisateurs avertis sur la forward en IBP, la forward en affine ou sur la phase backward. Donc ça, c'est pour des raisons d'implémentation et de temps de calcul. Quand on est sur des gros réseaux, on a besoin d'aller jouer là-dessus. Pour la majorité des utilisateurs, si vous avez besoin de faire des layers custom, ces 4 informations et ces 2 fonctions devraient suffire. Donc, on peut aller voir rapidement à quoi ça ressemble derrière. Et je vais être honnête, j'ai pondu ce tuto hier soir. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai repris le réseau qu'on a utilisé en exemple sur la théorie, donc 2 couches linéaires avec un relu entre les deux. Et Keras dispose d'outils de visualisation pour voir l'aspect du graphe. Donc, quand vous faites petite fonction display, vous voyez que pour Keras, votre fonction, c'est un graphe avec un input layer, donc l'entrée, suivi d'un dense, d'un activation et d'un dense. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si je fais mon modèle Decommon, c'est quoi le graphe de calcul qu'il y a derrière? Donc là, je ne vous ai pas montré, mais j'ai pris la méthode clown classique et je me suis dit que je n'avais pas besoin des bornes affines. Donc j'ai mis final IBP à true, final affine à... Ah non, je me suis dit que je retournais tout. Et donc, en fait, vu que notre modèle Decommon, c'est aussi un modèle Keras, en fait, on bénéficie
des mêmes interfaces. Donc, on peut faire de la sauvegarde, on peut faire de la visualisation. Et donc, là, on peut voir à quoi ça ressemble la méthode Crown appliquée sur le premier modèle. Donc là, on a l'impression que c'est quelque chose qui est assez simple, mais en fait, le diable est dans les détails, c'est parce qu'on n'avait qu'une seule couche relue. Et donc, je suis venue vous faire un deuxième exemple avec 2 relus. Donc, tada, j'ai une relue et sigmoïde. Parce qu'on a bien joué. Et donc là, tout de suite, le réseau, il devient plus compliqué. Il devient plus compliqué parce qu'à chaque fois que Crown va rencontrer une couche non linéaire, il va devoir se relancer lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'on a les plusieurs flèches qui sortent. Et donc, je vous laisse deviner à quoi ressemble ce graphe de calcul quand vous êtes sur un YOLO. Mais au moins, on dispose de cette interface et je pense que ça peut aider aussi la communauté à mieux comprendre ce qui se passe derrière. Et ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que là, c'est plus des aspects d'interface, mais Decommon, il a des poids partagés avec votre modèle. Donc ça, c'est un des avantages qu'on a, c'est que si vous êtes un data scientist et que, par exemple, vous êtes en train d'entraîner votre modèle et régulièrement, vous voulez faire de la vérification, bah, plutôt que de convertir votre modèle en NNX et de le charger ensuite avec votre outil, bah là, c'est transparent. Et en fait, le modèle de Decommon, il sera automatiquement mis à jour dès que votre modèle, lui aussi, change. Et donc, je l'ai montré en faisant... Donc, là, j'ai fait une petite prédiction de mon modèle. Ça faisait 0,58. Je l'ai juste entraîné sur des données aléatoires, mais juste, en fait, pour changer les poids. Donc, effectivement, maintenant, on voit que la prédiction, c'est 0,32. Et en fait, les bornes de Decommon, qui devaient être dans le coin ici, qui étaient à moins 0,34 et 1,21, bah, en fait, on voit que maintenant, elles sont à 0,28, 1,16. Donc, on n'a même pas besoin de relancer un clone. Le modèle de Decommon est automatiquement mis à jour. Et maintenant, on peut voir rapidement s'il y a besoin de faire un opérateur custom, notamment un besoin assez courant, c'est quand vous allez faire du pré-processing sur vos données. Par exemple, vous allez faire une certaine normalisation et vous voulez faire de la robustesse avant la normalisation. Donc, pour ce faire, en fait, vous voulez rajouter un layer en amont. Donc, moi, je l'ai appelé Migrate Preprocessing. Et l'idée, c'est juste, moi, je vais définir l'opérateur que je suis en train d'appliquer. Donc, ici, une petite normalisation. Donc, ça, c'est un layer Keras classique. Il y a toute une documentation détaillée sur Keras pour faire vos propres layers. Et nous, la difficulté maintenant, c'est de se dire, mon modèle normalisé, c'est ma petite couche custom suivie de mon modèle. Et on remarquera que ça, c'est un layer et ça, c'est un modèle. Et on a fait l'effort avec Decommon que ce soit transparent et que ça donne les mêmes résultats que si on avait détaillé l'ensemble des layers dans le modèle. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que si j'applique tel quel ce modèle, en fait, je vais avoir une erreur. Decommon va me dire Migrate Preprocessing n'existe pas, il n'est pas implémenté dans Decommon. Donc là, catastrophe, que faire? On va créer notre propre layer custom. Pour ça, on va appliquer, enfin, on va importer ce qu'on appelle Decommon Layers, l'objet Decommon Layer, donc, que je vous ai montré auparavant. Et là, en fait, c'est très simple. Et dans la majorité des cas, c'est quand même très simple. Bon, je lui stipule ce que c'est la classe de mon layer. C'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. Mais moi, je lui dis finalement que ma couche, elle est linéaire. C'est juste une normalisation. Qu'elle est diagonale. Je fais moins min divisé par variance. Il n'y a aucune relation entre différentes sorties par rapport aux entrées. Et je lui dis aussi, tant que je suis que ma couche, elle est monotone, croissante. Et ça suffit pour Decommon. Et donc maintenant, comment lui dire quoi faire quand il rencontre Migrate Preprocessing? Dans la méthode clone, en fait, j'ai un attribut supplémentaire, un dictionnaire qui s'appelle Mapping Keras to Decommon Classes, et où là, je vais lui dire, voici, dès que tu rencontres le layer Migrate Preprocessing, sache que le pendant Decommon, c'est Decommon Migrate Preprocessing, et bien sûr, vous aurez pu l'appeler Toto ou Titi, que ça aurait fait la même chose. Et donc maintenant, ce qu'on voit, c'est que si on applique la méthode Predict sur le modèle Decommon, ça marche. On a des bornes. Et comme en fait, ma normalisation, c'était l'identité, on retrouve exactement le même résultat.
Donc, je vais devoir bientôt m'arrêter, je pense. J'avais prévu 10 000 tutoriels supplémentaires. Pour aller assez rapidement, je pense. Dans la suite, ce qu'on a proposé dans Decommon, c'est que là, on a parlé que de boîtes, donc d'hyperrectangles sur le domaine d'entrée. Il y a d'autres domaines de perturbation qui sont tout aussi pertinents. On peut avoir des boules, mais aussi en petites dimensions, des choses un petit peu plus data spécifiques. Et donc, en fait, beaucoup de domaines de perturbation sont déjà implémentés dans Decommon. Et c'est pareil que pour les layers custom, on a notre propre interface pour faire nos domaines de perturbation qui sont assez simples. Donc, de manière générale, il faudra spécifier comment on calcule le maximum d'une fonction affine sur ce domaine de perturbation et comment on calcule le minimum d'une fonction affine sur ce domaine de perturbation. Mais je vais sauter le tutoriel qui est disponible sur la doc. J'en suis désolée. Je pense que le dernier sur lequel je vais m'arrêter, c'est que là, on a beaucoup parlé de stabilité. Et c'est pas forcément très clair, toujours pour les gens, de se dire mais comment on adapte ça à la classification. Donc, l'idée de la classification, c'est que vous allez avoir plusieurs propriétés en parallèle. Donc, ici, imaginons que votre label courant, c'est 8. Et vous voulez vous assurer que si vous bougez autour de votre image, la prédiction majoritaire, donc ce qu'on dit en général la classe dominante, ça reste toujours 8. Donc, les méthodes formelles, ce qu'elles vont vous faire, c'est vous sortir des intervalles de sortie sur chacune des entrées. Et donc, vous voulez vous assurer que le minimum de l'intervalle sur 8, il est toujours au-dessus des copains, donc des autres labels. Et donc, on peut aller voir, je pense que ce sera le dernier tutoriel de la session. On a un tutoriel sur tout ce qui est attaque adversaire et robustesse sous attaque adversaire. Et donc, comment on utilise Decommon dans une tâche de classification. Donc là, on reste sur des idées classiques. Là, c'est tous les imports via Decommon. Là, ici, c'est toujours, via Keras. Ici, on va charger les images, les normaliser, apprendre un classifieur. On peut évaluer notre fonction, on est content, on a une bonne accuracy. Par contre, bon, je n'ai pas cherché le modèle du siècle, vous me pardonnerez. Par contre, voilà, comme d'habitude, même si on est bon sur le test 7, en aucun cas, ça veut dire qu'on est robuste autour du test 7. Et donc, on voudrait garantir ça avec des commandes, au moins s'en assurer. C'est le bordel. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, c'est un petit peu le même schéma que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, une manière de faire, c'est vraiment de propager des intervalles sur chaque sortie, de vérifier qu'il n'y a pas d'overlap entre ces intervalles-là et celui de la classe majoritaire. Et donc, toujours la même méthode, le fameux clone. Et pour ceux qui ne voudraient pas aller manipuler les sorties directement du modèle Decommon, on a fait une routine qui s'appelle getADVBox, qui va venir vous faciliter la vérification d'une propriété pour une tâche de classification. Et donc, comme d'habitude, on appelle la méthode crown. On a une jolie interactivité pour... Alors, on va repartir du label 0. Donc ici, on a un ensemble de points du dataset et on va faire grandir un rayon de perturbation. Donc, par pixel, on va venir bouger de epsilon, plus ou moins epsilon à chaque fois autour de ce pixel. Donc, à savoir que pour de l'image, on est en petite dimension, mais mathématiquement, on est quand même sur un domaine de taille 784. Donc, en fait, pour des modèles entraînés de manière classique, ce qu'on va voir, c'est que très vite, on n'est pas robuste. Et les méthodes de vérification, s'il y a un contre-exemple, elles vont en aucun cas être capables d'assurer que la propriété est vérifiée. Donc, très vite, on va tomber dans la zone orange. Donc, on est vert, tout le monde est content. Hop, et là, on est orange. Orange, ça veut dire que potentiellement, on a un contre-exemple, on n'est pas capable de l'assurer. Et donc là, il faudrait faire une recherche d'attaque adversaire, au moins pour s'assurer que dans ce domaine-là, déjà, il n'y a pas de souci. Sur certaines images, on est capable d'avoir de plus gros rayons de robustesse, sur d'autres, non. Dans le tutoriel, ces images, elles sont générées à chaque fois de manière aléatoire, donc des fois, vous tombez sur un bon batch, des fois, non. Et
une manière simple de pouvoir potentiellement améliorer ces boards, c'est de considérer des nouvelles sorties. Donc, plutôt que d'aller considérer, comme je vous ai montré ici, la sortie 1 toute seule, la sortie 2 toute seule, on va venir considérer la différence entre la sortie de la classe dominante moins la sortie des autres classes. Et donc, on veut s'assurer que cette valeur-là, elle est toujours positive. Donc, ça permet des fois de raffiner les résultats. Et pour ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder une matrice qui va être 1 sur les autres sorties, moins 1 sur la classe dominante. Et donc, on va avoir cette fameuse matrice où on voudrait se dire, je veux borner non pas la sortie directement de mon réseau, mais la composition de cette fonction fois la sortie de mon réseau. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une input Keras. Donc ça, c'est vraiment du pur Keras, où je lui dis, je vais avoir une matrice 10-10, parce que j'ai 10 sorties, j'ai 10 classes. Et donc, on peut rajouter à Decommon un attribut qui s'appelle backward bound. Donc ici, j'ai juste l'identité, j'ai juste une seule matrice. Des fois, on veut borner de manière différente l'entrée et la sortie. Donc, c'est totalement possible avec cet attribut backward bound. Et ça suffit. Donc, en fait, maintenant, mon modèle Decommon, si je regarde, hop, vu que c'est un réseau Keras, je peux faire .input. Et là, il me dit, en fait, il a 2 entrées. Le premier, c'est les fameuses bornes min et bornes max sur l'entrée de mon réseau. Ça, c'est totalement habituel. Et il a en plus cette fonction affine qui va venir encoder les relations entre les sorties. Et on le met sous forme de tenseur parce que la classe majoritaire va changer à chaque fois, par exemple. Et Decommon, il se lance en fait sous forme de batch, comme un modèle Keras classique. Donc, on va pouvoir traiter plusieurs propriétés de classification avec des labels majoritaires différents pour chaque image du batch. Et donc, nouvelle petite interaction, et on est content. Et donc, la ligne du dessus, c'était avec le modèle Decommon classique, sans prendre en compte l'interaction entre les sorties. Et la deuxième ligne, c'est qu'on prend en compte les interactions entre la classe dominante moins les autres classes. Et donc, des fois, ça ne fera jamais pire. Des fois, ça aide un petit peu. J'essaie de trouver la ligne. Voilà. Donc là, on est sur un petit réseau. C'était juste avant. Bon, la limite existe. Donc des fois, ça va vraiment aider. Et en général, quand on est sur des tâches de classification, il vaut mieux encoder le problème comme ça. Et vu l'heure, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui étaient curieux, on avait d'autres présentations sur tout ce qui est apprentissage robuste et tâches de régression. Mais de toute façon, les slides seront disponibles, donc on était presque à la fin. Oui, merci, merci Mélanie. Effectivement, il y a 2-3 questions qui sont posées. On a encore quelques minutes peut-être pour celle-là. Donc, une première de Pierre-Louis qui nous dit que voilà, tu as reprogrammé les différentes analyses statiques, ou bien est-ce que tu convertis les modèles dans les formats d'entrée de Marabout ou Alpha Beta Crown? C'est sur la présentation un petit peu précédente là. Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, non, on convertit pas le modèle pour qu'il passe en Marabout ou qu'il passe en Alpha Beta Crown. On a implémenté nos propres méthodes d'interprétation abstraite pour Keras et du coup aussi optimisables sur GPU. Okay. Ensuite, de Jean-Guillaume, donc il te remercie pour la présentation. Présenter le problème d'ailleurs comme une sous-classe d'un réseau Keras, c'est une solution élégante en termes d'architecture logicielle et dont acte. Est-ce que le framework pourrait, en théorie, gérer des bornes affines par morceaux? Ça peut aider à considérer des domaines de vérification plus larges. Alors, c'est une excellente question. Je ne l'ai pas abordée aujourd'hui, mais en fait, c'est déjà pris en compte. Dans la propagation, on va venir détecter des successions de layers qui sont linéaires et on va pouvoir optimiser. Donc, moi, j'ai fait le cas général où pour chaque couche, on coupait en poids positif, poids négatif. Mais effectivement, quand notre méthode
détecte qu'il y a plusieurs couches linéaires qui se succèdent, là, on n'a pas besoin de faire cette surapproximation et c'est déjà optimisé. OK. Ensuite, comme tu implémentes plusieurs méthodes déjà existantes dans l'alphabet Crown, est-ce que tu as testé que Decommon retournait bien les mêmes bornes que ces mêmes méthodes? Et qu'en est-il du temps d'exécution comparé à Background? Alors, c'est une excellente question. Dans la dernière version de Decommon, donc la Refactor, on a fait en sorte que dans les tests unitaires, on se comparait toujours à AutoLIRPA. Donc, en fait, à chaque couche, quand c'était possible, en tout cas, on construisait le pendant torche. Et en fait, on faisait tourner et Decommon et AutoLIRPA et on vérifiait à une précision numérique près qu'on obtenait bien les mêmes bornes. Donc, pour être honnête, les méthodes forward de AutoLIRPA, certaines étaient un peu buggées. Donc, il y a eu des fois où j'ai eu des erreurs, mais en fait, on a un deuxième test qui, lui, est un test empirique. Donc, on va venir échantillonner un dataset et vérifier que les prédictions du réseau sont bien dans les bornes. Il se trouvait que pour Decommon, c'était le cas. Pour AutoLIRPA, ce n'était pas le cas. Mais uniquement pour la forward, qui n'est pas une méthode très populaire. Mais en tout cas, pour Crown IBP, IBP, AutoLIRPA et Decommon mettaient les mêmes résultats sur nos tests unitaires. Et avec des temps de calcul équivalents. J'ai pas les chiffres, mais par contre, on est. L'avantage, enfin après, c'est quelque chose que j'ai pas forcément mis en avant, c'est que aujourd'hui, AutoLIRPA, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va venir parser le graphe, mais beaucoup plus bas que l'équivalent des layer torch. Donc, il va être sur les primitifs, les plus, les moins. Donc, ça dépend sur un framework plus bas que PyTorch qui s'appelle Autograd. Et quand ça marche pas, parce que le layer il n'est pas supporté, c'est un enfer à retrouver le bug. On a Timothée ici qui peine là-dessus. Et donc ça, c'est un problème parce que implémenter un layer custom en AutoLIRPA, c'est quelque chose qui n'est pas accessible aux débutants. Et il y a aussi le fait qu'actuellement, moi, ce que je pressens, c'est que pour passer à l'échelle sur les méthodes de vérification, il va falloir un petit peu donner plus de connaissances au modèle sur un ensemble de couches. Notamment avec la ShareCAD, ce qu'on pressent, c'est qu'on peut utiliser les connaissances des constantes de Lipschitz pour accélérer les calculs. Et donc, l'idée, c'est que grâce à Decommon, comme on peut considérer des layers, nous, on va pouvoir se créer des raccourcis aux méthodes de vérification classiques. Très bien. Voilà. Donc, peut-être dernière question. Là, on arrive au bout. Voilà, Nabil qui te remercie pour le talk. Et est-ce que tu penses que Decommon pourrait s'appliquer à des modèles transformers pour vérifier leur robustesse? Alors, en théorie, c'est complètement le cas. Dans la version actuelle, on n'a pas encore toutes les couches qui sont implémentées. Donc, un utilisateur averti avec les custom op, il peut complètement le faire. Et ensuite, on a Thomas, qui est au fond de la salle, un peu timide, qui vient de commencer une thèse sur justement la robustesse pour le speech avec des architectures transformers. Donc, dans le cadre de sa thèse, on va intégrer les transformers à Decommon. Juste un petit peu de patience, ce ne sera pas dans les prochains jours. Donc, on sera ravis d'écouter Thomas un peu timide au fond de la salle. En tout cas, on a été ravis de t'écouter, Mélanie. Merci beaucoup. On arrive au bout de cette tech session. Nous vous remercions pour votre participation, pour vos questions. Et nous vous donnons donc un grand merci à Mélanie. Merci à Nathalie aussi qui est derrière à la régie. Je pense qu'on peut aussi remercier tous les collègues qui travaillent avec toi, Mélanie, parce que c'est le résultat que tu présentes et qui est aussi très certainement en lien avec les interactions que tu peux avoir dans le cadre d'Anity et en dehors. Et nous vous donnons rendez-vous le 16 mai pour une autre tech session où on abordera un framework prédictif pour l'IA qui soit orienté sur des process de safety qui sont critiques d'un point de vue safety avec Claire Pagetti. Merci à chacun, merci à chacune et bonne fin de journée et bon week-end. Merci François-Marie. Ouais. Bon, quoi ? Oui, oui.